cet exercice, pour moi, s'impose d'autant plus que vous, amis de la presse, vous n'avez pas pu vous associer et vivre les événements en direct. C'est vrai que nous ne nous sommes pas encore suffisamment équipés, mais je rêve que notre presse soit assez puissante et ait les moyens logistiques, financiers, de s'associer d'Airchef, vaille que vaille, à de telles entreprises afin de jouer pleinement son rôle d'information du public, des Béninois, de vivre en direct de tels événements, de pouvoir tirer l'essentiel, la substance de ces instants chaleureux que le président de la République a pu vivre avec nos compatriotes de l'intérieur afin d'affiner les analyses, afin de propager les bonnes nouvelles ou les anecdotes qui ont pu ponctuer cet exercice auquel le président de la République, avec beaucoup de dynamisme et bien volontiers, s'est consacré. Je pense que les échanges fraternels, courtois, simples que nous allons avoir permettront de compléter les informations que vous avez pu avoir à distance et de partager avec nous et avec l'opinion nationale la quintessence de la démarche du président de la République. Je rappelle que cette tournée de reddition des comptes a été entreprise dès le 12 novembre, où le président a parcouru 17 communes et nous avons eu l'occasion de faire la restitution de cette première phase, ce que vous avez apprécié et fort bien relayé, parce que l'information est passée et nous en avons ressenti les effets à l'occasion de cette deuxième phase qui s'est achevée le 12 décembre en apothéose au Palais des Congrès, où Cotonou, la capitale économique, a reçu le président de la République. Et le travail d'information et de divulgation, de restitution que nous avons fait ensemble a permis aux populations des 43 localités, 43 communes parcourues par le président de la République lors de la deuxième phase, a permis que ces populations rivalisent d'ardeur dans la liesse et dans l'allégresse en réservant un accueil chaleureux, intéressé, enthousiaste au président de la République qui en était ému parce que à certaines occasions et dans certains moments, nous avions un président de la République très ému qui se transcendait et a parlé à cœur ouvert, de cœur à cœur avec les Béninois qui avaient soif de l'entendre, dont la curiosité a été piquée par le travail de relais que nous avons fait, que vous avez fait, et ce qui a rendu ces exercices très intéressants, pertinents, percutants, et tous les Béninois, ou dans leur immense majorité, les Béninois ont compris ce que le président de la République est allé partager avec eux. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier qu'avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité,
a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce qu'il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. En effet, il y a seulement quelques années en arrière, nous connaissions ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire que nous avions l'électricité, l'énergie électrique par intermittence. Les causes de ces délestages ont été expliquées à chacun des Béninois, à chacune des populations rencontrées. Nous n'avions aucune planification, nous avions accumulé des dettes auprès du Nigeria, du Ghana qui nous fournissait, de la CEB que nous partageons avec le Togo, ce qui fait que nous étions à la merci des coupures intempestives selon le gré et l'humeur de ces pays fournisseurs. Et que ces 40 milliards de dettes ont été apurés en un temps record. Que nous avons vaincu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards, pour reprendre l'expression du président de la République, ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. Le président de la République a rappelé que, outre cette centrale, toutes les unités qui nous permettaient d'avoir un peu d'électricité et qui ont été laissées à l'abandon parce qu'elles étaient en panne, ont été toutes réhabilitées, qu'une deuxième centrale est en construction, en tout cas va démarrer, dont la construction va démarrer au mois de décembre pour une capacité égale à celle qui avait déjà été construite, c'est-à-dire de 127 MW. En 18 mois, on aura 7 centrales, plus 5 centrales photovoltaïques, c'est-à-dire faisant recours à l'énergie solaire, également en chantier, qui permettront à notre pays, dans 1 an et demi, 2 ans maximum, d'atteindre non seulement l'autonomie énergétique, avec une capacité permettant à nos populations de trouver du courant, mais une autonomie qui permettra à nos entreprises, à nos industries, à nos unités de transformation, qui ont toutes fermé parce que nous n'avions pas cette énergie. Et donc, nous n'étions susceptibles ou éligibles à aucune industrialisation, à aucun développement. Cette autonomie permettra enfin à notre pays de faire rouvrir toutes les unités de transformation, toutes les usines qu'il nous faut pour notre développement, mais permettra également à notre pays de vendre de l'énergie aux pays qui, naguère, nous fournissaient à leur gré, je veux parler
du Nigeria, et même du Nigeria, du Ghana, du Togo, et pourquoi pas ailleurs. Ceci est un bond formidable, prodigieux, qu'il était important que le président de la République partage avec nous, parce que c'est le socle de l'industrialisation, c'est le socle du développement, c'est ce facteur non identifié hier qui nous obligeait à vivre sous le joug du sous-développement qui était considéré comme une fatalité et qui aujourd'hui permet à notre pays de rêver d'une industrialisation qui permettra donc la création de nombreuses entreprises, qui permettra la création de plusieurs emplois et qui permettra à notre pays d'avancer. Je peux faire autant de développement pour ce qui concerne les routes, en reprenant cette expression que tout le monde connaît maintenant, à savoir la route du développement passe par le développement de la route. C'est répondant à cette logique qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était qu'un vain slogan que le régime du président Patrice Talon, avec abnégation, s'est investi dans une construction effrénée d'infrastructures routières. À Cotonou, vous voyez les villes, les rues bitumées, c'est-à-dire qu'on relie chaque commune à l'autre, chaque arrondissement à l'autre, chaque rue à l'autre. Un double programme dit d'asphaltage, donc de bitumage, de nos rues à l'intérieur des villes et de toutes les villes du Bénin, de la même manière qu'un développement, une extension du réseau autoroutier pour relier les localités les unes aux autres et préparer le transport efficace de ce que nous produisons dans nos différents greniers, dans nos différents bassins, parce que vaut la production cotonnière, là où nous sommes devenus premiers, de Banikwara, si nous ne pouvons pas l'acheminer facilement vers Cotonou? Que vaut la production du riz dans la vallée ou ailleurs, à Bassila, si nous ne pouvons pas les acheminer facilement par voie de terre ou de fer et bientôt d'air? D'où l'importance d'investir dans ces infrastructures routières, sans compter évidemment le confort que ça nous apporte, du moins qui réduit les nuisances et l'inconfort que nous vivions avec nos hanches et nos reins qui étaient malades, nos véhicules qui étaient vite endommagés. Bref, ces investissements que nous qualifions de préalables pour lancer le développement étaient nécessaires et étaient coûteux. Nous avons parlé de l'eau, où plusieurs centaines de milliards ont été investis, quasiment 200 milliards de francs CFA en l'espace de 4 ans. Beaucoup plus que des investissements qui ont été faits dans ce sens avant nous en 10 ans, où certains de nos prédécesseurs n'ont investi que 40 milliards pour amener l'eau potable aux populations. Eh bien, l'État aujourd'hui, en l'espace de quelques années, a investi près de 200 milliards pour permettre aux Béninois d'accéder à l'eau potable, à l'eau tout court, puis à l'eau potable. Et ceci est devenu une réalité, à tel point qu'on est passé d'un taux de couverture d'environ 40% il y a quelques années à 60-70% aujourd'hui, avec un objectif de couverture totale à l'horizon 2022, c'est-à-dire 100% des ménages qui auront l'eau. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement, la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent, qui font que nous consacrions beaucoup d'argent aux évacuations sanitaires auxquelles nous ne sommes pas tous éligibles, parce que dans ce système, il y a une discrimination inhumaine et cruelle à laquelle un terme a été mis, parce que on consacre les ressources aujourd'hui aux hôpitaux qui pourront soigner, accueillir tous les Béninois dont la santé s'améliore quand on se retrouve à l'hôpital. C'est déjà pas une bonne chose, mais tout est mis en œuvre
pour qu'on aille moins à l'hôpital, mais on doit en avoir de références qui permettent de prendre en charge en cas de maladie, c'est important. Il y a donc une politique d'investissement massif dans ces différents secteurs, éducation, santé, infrastructure, énergie électrique, eau potable, investissement dans les secteurs de la culture, du tourisme, dont le gouvernement fait le fer de lance du développement. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Et c'est pour cela que l'aéroport aussi est réhabilité. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à ce niveau, que les réceptifs sont en cours de construction, réceptifs hôteliers, je veux dire, en cours de construction, de restauration pour d'autres, et on va en implanter de grands standings, que le parc de la Pendjari et le parc W sont réhabilités. La gestion est confiée aux spécialistes parce que nous voulons rendre attractive la destination Bénin avec l'installation d'une route de l'esclave, d'une route du coton, d'une route du vaudou, etc. Donc, autant de projets touristiques qui permettront au Bénin de rentrer des devises. Et il faut préparer le terrain. Il y a des investissements massifs, là aussi, qui ont été consacrés au développement de cette filière. Les efforts qui ont été faits en matière d'agriculture, vous le savez, notre pays est passé premier en production cotonnière, premier d'Afrique en production cotonnière, deuxième de la zone UEMOA en ce qui concerne le vivrier. Nous sommes en train d'entreprendre les diligences nécessaires afin que la filière en arcade nous hisse à la première place. Donc c'est un programme que mon collègue de l'agriculture aura à dévoiler, des centaines de milliers d'hectares qui sont en train d'être apprêtés pour supporter cette culture afin que d'ici quelques années, notre pays soit le premier producteur d'en arcade. Et c'est la même ambition que nous nourrissons pour le riz, où nous produisons actuellement 400 000 tonnes, mais nous visons le 1 million de tonnes d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans. Des investissements sont en train d'être faits là également, de sorte que nous devons constater, comme le président de la République l'a fait avec les populations, que notre pays est en train de vivre une révolution du développement, une révolution économique extraordinaire, prodigieuse, qui rompt avec la fatalité et le pis-aller qui était notre quotidien, mais aujourd'hui, nous voyons que nous sommes un pays capable de redresser la tête et de subir de front la crise, par exemple la pandémie du Covid, en même temps que nous résistons à la fermeture par notre voisin de l'Est de sa frontière, qui était considérée comme un sujet sensible, un sujet qui allait jeter notre pays à la disette ou à la famine, si vous préférez, mais nous avons résisté et notre économie a montré sa résilience parce qu'un travail extraordinaire a été fait en amont et notre pays peut être capable de tous les défis aujourd'hui, les défis de modernisation. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand homme, des grands hommes, peuvent animer. Et ce n'est rien à côté des réformes politiques qui ont été engagées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance? Que nenni. Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Et avec ça, on ne peut pas
rationaliser notre économie, on ne peut pas entreprendre ce programme ambitieux qui a été déroulé en 2 ans et demi, 3 ans. D'où la nécessité impérative d'opérer ces réformes politiques et institutionnelles qui ont montré leurs résultats, leur efficacité, quand bien même elles n'ont pas été comprises tout de suite. Mais elles sont de plus en plus comprises. Et si vous souhaitez, on échangera là-dessus. Ces réformes qui ont permis de révéler des Béninois de type nouveau, comme l'a expliqué le président de la République, nous n'avons pas fait ce travail. Nous ne sommes pas parvenus à ces résultats qui ne sont pas la panacée. On n'a pas dit que le Bénin est totalement transformé. On a dit que c'est un autre pays. On n'a pas dit que tout est déjà achevé ou accompli. Mais c'est un bon départ, un bon démarrage, de bonnes bases, de beaux préalables qui ont été posés. Mais ça n'a pas été fait avec des Chinois, avec des Burkinabés, avec des Ivoiriens, comme dit le président. Ça a été fait avec les Béninois, à qui on a inculqué de nouvelles habitudes. Les Béninois, nous qui commençons à avoir d'autres réflexes, des réflexes de développement, des réflexes de discipline, parce que sans la discipline, on ne peut pas parvenir au progrès. Des réflexes de bons citoyens, parce que tout ce qui a été entrepris et bâti ne l'a pas été avec de l'or. Nous n'avons pas d'or. Ne l'a pas été avec du pétrole. Nous n'en avons pas encore. Et d'ailleurs, le président de la République ne souhaite pas qu'il y ait du pétrole dans cette ambiance, puisque ça peut amener à la guerre, comme ça le fait dans d'autres pays, et il faut être suffisamment ordonné, discipliné, pour pouvoir gérer les fruits des réserves pétrolifères. Nous avons fait tout ceci avec nos propres ressources, c'est-à-dire les impôts qui sont collectés. Enfin, les impôts qui sont collectés, qui sont rationnellement collectés et rationnellement utilisés. Là également, la bonne gouvernance oblige à lutter âprement contre la corruption, parce que cette corruption facilitait le siphonnage de nos ressources qui ne pouvaient donc plus être consacrées au règlement des traitements des fonctionnaires, qui ne pouvaient plus être consacrées au service des dettes onéreuses que nous contractions et qui ne pouvaient donc pas être consacrées au développement de nos infrastructures, au développement des infrastructures socio-communautaires et de tout ce qui fait que la communauté des Béninois aille de mieux en mieux. Il y a donc nos ressources, essentiellement et exclusivement, qui ont permis d'aboutir à ces résultats modestes, même si c'est important dans le contexte de notre pays, parce qu'on essaye de rattraper un retard cumulé depuis de nombreuses décennies. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Mais on essaie de rattraper ces retards, c'est une constante que nul ne peut nier. Donc ça a été fait avec nos ressources, parce que nous sommes disciplinés. Et c'est en cela que le président de la République, dans son humilité, reconnaît que les progrès que nous avons engrangés sont le fruit, non pas seulement de son leadership, il est modeste, mais on le lui doit beaucoup, à son gouvernement, aux institutions, mais aux efforts du peuple béninois, grâce à qui on a réussi à avoir ces résultats. Donc le mérite doit être attribué à ce peuple, et nous passons évidemment par votre canal pour le faire savoir à chacun des Béninois, qui rend tout le monde fier d'appartenir à cette nation. Et le président de la République n'a raté aucune occasion de rappeler sa fierté d'être béninois. Il est allé même loin, constamment, en disant que s'il devait renaître, il souhaiterait renaître béninois. C'est vous dire l'attachement du président de la République à cette nation qui n'est plus en construction. Nous sommes déjà, en dépit de la diversité de nos origines, de nos confessions, nous sommes déjà une nation. Mais nous sommes une nation qui est en train de bâtir son État
son pays. Nous sommes une nation qui est en train de travailler pour être une très grande nation, ce que nous méritons, une très grande nation, et c'est pour cela, et c'est en cela que le président de la République a aussi constamment salué la renaissance. La renaissance constatée dans notre pays, une renaissance sans laquelle nous n'aurions pas pu avoir ces différents résultats. Et en réalité, ce que je voudrais partager avec vous, parce que quand on fait un peu d'effort, les chiffres sont là, ils sont vérifiables. Ce qui est matérialisé, les constructions, les réalisations sont vérifiables. Mais ce qui l'est moins, c'est ce qui a été germé, puisqu'on parle de résultats visibles. Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qui a été mis en place et qui donnera ses fruits dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être dans quelques décennies. Le travail qui est en train d'être fait pour reprendre en main notre système éducatif sinistré, nous ne pouvons pas en mesurer les résultats aujourd'hui, parce que là, il faut mettre des grains en terre. Il faut former les formateurs, construire les lycées techniques, puisque le gouvernement a fait l'option de l'enseignement technique et professionnel, par opposition à l'intellectualisme que nous avons développé pendant de nombreuses années et qui a valu au président d'être un peu rouspété parce qu'il a parlé de bavardage. Bavardage étant un terme, on va dire, amusant et amical, de rappeler que notre système éducatif a formé des intellectuels, qu'un ancien président a pu qualifier de taré, par exemple. Mais quand le président de la République, assis sur son fauteuil pendant cette conférence, fait remarquer, et il y a de quoi interpeller, que mes lunettes ne sont pas fabriquées à Cotonou, le micro n'est pas fabriqué à Cotonou, le pupitre n'est pas fabriqué à Cotonou, les vêtements que chacun de nous porte ne sont pas fabriqués à Cotonou, les lampes, le carrelage, rien n'est fabriqué à Cotonou. Comment voulons-nous nous développer si nos peu de ressources, nous les consacrions à l'importation de ces choses élémentaires que d'autres pays, sur lesquels d'autres pays ont bâti leur fortune? Est-ce que c'est avec une thèse de doctorat en sociologie qu'on fabrique ces choses? Le micro, les caméras, les caméscopes, rien du tout. On n'a même pas été capable de trouver de la main-d'œuvre au Bénin pour déployer la fibre optique. Quand c'est comme cela, est-ce qu'on continue d'encourager un système éducatif qui fabrique de brillants intellectuels, mais qui n'est pas capable de nous sortir du chômage, ni de nourrir nos enfants, vous, nous, nos petits frères, etc. D'où l'option d'investir massivement dans l'enseignement technique et professionnel, qui sont les seules filières qui permettent à un pays de se construire, de s'industrialiser, de se développer, de pourvoir aux emplois. Et comme nous avons très peu d'infrastructures de base, on est obligé de recommencer, de construire des lycées techniques, ça a son coût, ça a un coût, de former les formateurs. Tout ceci nous prendra 2, 3, 4 ans, mais au bout de la 5e année, nous commencerons à former, et au bout de 10 ans, peut-être que nous aurons les premiers techniciens. Voilà l'illustration, par exemple, de ce qui va venir. Je ne veux pas vous dire qu'on va construire un stade dans toutes les communes. C'est évident. Ça fait partie de ce qui n'est pas encore visible aujourd'hui, mais qui arrivera. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles sur lesquelles il importe d'attirer l'attention des uns et des autres. Et c'est cette illustration que nous donnons, par exemple, avec la reprise en main du système éducatif, du système de santé. Donc cette renaissance a été saluée. La fierté d'être béninois, on peut enfin lever la tête et regarder l'horizon. C'est ce que le président a dit, même si notre résultat, qu'il apprécie avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, paraît peu aux yeux des uns et des autres, ces résultats prouvent ceci, que nous avons démontré notre capacité à tourner le dos et à vaincre la fatalité, notre capacité à redresser la tête pour
bâtir notre pays, en faire une grande nation qui va compter dans le concert des grandes nations. Si nous avons été capables de faire ça aujourd'hui, nous sommes capables de beaucoup mieux, à condition que nous préservions nos acquis. Ces acquis que le président de la République considère qu'ils doivent être irréversibles et irrévocables. C'est-à-dire qu'on ne permettra plus à personne de remettre en cause ces efforts que nous avons commencé par faire et qui produisent des résultats, ce qui appelle à une certaine prise de conscience, à une certaine vigilance, à une certaine responsabilisation de chacun d'entre nous. Vous voyez bien le terrain sur lequel je veux aller. Il ne faut plus que l'on vienne par des discours et des dogmes nous laver le cerveau et faire croire qu'on est dans une compétition politique stérile qui voudrait que quelqu'un s'éternise au pouvoir ou que quelqu'un mette à mal la démocratie alors qu'on est en train de consolider cette démocratie et de lui donner un contenu. Il faut que les Béninois, parce qu'ils ont constaté ces résultats, veuillent les préserver, veuillent les consolider, veuillent les pérenniser. Si ce n'est pas pour nous-mêmes, pour notre génération, il faut que ce soit pour les générations à venir. Parce que le travail qui est fait sous le leadership du président Patrice Talon, c'est le travail d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Le travail pour les générations d'aujourd'hui, les générations de demain, nos enfants, nos petits-enfants. Si ce n'est pas fait, ils seront obligés de payer un plus lourd tribut. Et c'est pour cela que nous avons été gentiment invités à serrer la ceinture pour réaliser ces choses. Et quand le président de la République parle de serrage de ceinture, bien sûr, c'est nuancé. Les salaires continuent d'être payés. Celui qui a une production à vendre vend et encaisse. Le serrage de ceinture, c'est qu'il n'y a plus de distribution de prébendes issues de la corruption, de la gabegie, du gaspillage de nos ressources que certaines élites politiques souvent, qui se retrouvent avec les caisses publiques, prennent des libertés avec l'argent public, jouent les riches et les gros dos et sont malheureusement célébrés. Voilà un autre thème important. Nous avons pendant de nombreuses années appris à célébrer nos bourreaux. Quelqu'un s'arrange pour se faire normer à un poste, détourne la caisse, joue les paparazzis et c'est celui-là qui est vénéré. Et ceux qui font des efforts, qui sont plus méritants, sont vomis, sont rejetés. Eh bien, je crois que le temps est venu pour que nous ne célébrions plus, c'est le président de la République qui le dit, nos travers. Il ne faut plus que ce soit le voleur, le délinquant, qui soit adulé, porté sur un piédestal, cependant que ceux qui s'échinent, qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front soient dénigrés. C'est aussi une révolution mentale, que dirais-je, une évolution tout court, à laquelle le président de la République, par le constat de nos acquis, l'analyse des moyens par lesquels nous sommes parvenus à ces résultats, conclut et exhorte le peuple béninois à célébrer plutôt la vertu que le vice, et donc à barrer la route à l'imposture. C'est à cet exercice que je voudrais vous inviter, à cette analyse constante que vous allez partager avec ceux qui vous entourent, avec nos compatriotes, constamment, inlassablement, pour que notre pays tourne le dos à la pauvreté, à la misère, tourne le dos à la fatalité. Parce que là aussi, et vous allez saisir le sens de la pédagogie du président de la République, lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on a peu de moyens, on est condamné à se battre. Ceux qui sont riches, ils ont déjà construit leur pays. Ils ne reviennent plus en arrière. Mais quand vous êtes pauvre, soit vous vous battez pour sortir de votre condition de pauvre, de votre précarité, et on en a l'énergie pour bâtir une nation prospère, soit vous vous vautrez dans cette pauvreté et vous tombez dans la misère. Donc, l'effort doit être notre leitmotiv. L'organisation doit être notre leitmotiv. C'est ça le sens et la portée
de la tournée de reddition de comptes engagée par le président de la République à travers nos contrées 60 à ce jour, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vigueur, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme, où, je dois le dire, il a été accueilli, parce que nulle part, le président de la République, dont on supputait l'impopularité, nulle part on ne lui a jeté la pierre. Et quand bien même les gens de mauvais augure penseraient que c'était un public acquis, mais il s'agissait des représentants des populations. Et les populations sont sorties nombreuses, se sont massées. On n'a pas eu droit à un jet de pierre. Et pourtant, on a déjà connu ça dans notre pays. On a eu droit, au contraire, à un accueil chaleureux qui prouve que les Béninois avaient soif de leur président, qu'ils attendaient d'échanger avec lui, que dis-je, de communier avec lui. Et elles ont été enthousiastes, elles ont écouté, elles ont adhéré, parce qu'elles ont compris le sens des réformes, parce qu'elles ont compris que le président de la République les ont compris. C'était ça, le sens de cette tournée de reddition de comptes, n'en déplaise à qui ne veut pas voir que non seulement le président n'était pas dans l'aquarium, mais bien dans le peuple et pour son peuple, qu'il est sorti de ce que ceux-là appellent aquarium et qui s'est montré à l'aise dans la lagune, dans la mer, sur terre, dans l'air, qu'il est en phase avec le peuple béninois et que son bilan a convaincu ce qui sera constaté dans les jours à venir, puisque, si je dois vous lâcher un scoop, le président de la République, il n'était que dans un exercice de reddition de comptes, n'a pas voulu aborder la question d'un nouveau mandat auquel, à l'unanimité, partout où on est passé, il est invité. Il y a beaucoup de localités dans lesquelles on nous a fait savoir qu'on a déjà avisé. Pour lui, on a dit qu'il est condamné à briguer un second mandat, qu'il est condamné à la poursuite de la dynamique. Alors, si j'ai un scoop à partager avec vous aujourd'hui, quelque part, il a dit, pourquoi pas? Il a dit en anglais, why not? Nous avançons un tout petit peu dans la dynamique, mais nous confirmons que, évidemment, une équipe qui a conduit des réformes difficiles, mais aux résultats palpables, ne peut pas arrêter la dynamique.